que vient faire le patrimoine dans un colloque sur la biodiversité? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors d'abord quelques informations sur la distinction entre la direction des monuments et sites et la commission royale des monuments et des sites. Je fais partie de la direction des monuments et des sites. En fait, nous avons plusieurs missions. Et donc la première mission, c'est contribuer de manière performante à valoriser le patrimoine. La deuxième, c'est assurer de manière optimale les missions d'identification, de protection et de conservation du patrimoine. Et la troisième, c'est communiquer et sensibiliser sur le patrimoine. Alors, je vais prendre quelques exemples de évidemment, la mission des monuments. C'était beaucoup plus large que celle de l'aspect naturel, mais celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est essentiellement l'établissement d'un inventaire des arbres remarquables. Nous avons 5851 individus repérés, dont 118 qui font l'objet d'une inscription sur les liste de sauvegarde ou classés. On a aussi la mission d'examiner et d'accompagner les demandes de permis d'urbanisme pour les sites classés. On comptait environ 1800 hectares de sites classés en région bruxelloise pour 300 objets patrimoniaux. Et alors la troisième mission, c'est la mission la plus générale et probablement celle qui concerne le plus ce colloque, la participation aux commissions de concertation qui traite des alignements d'arbres avec les abattages et les replantations. La commission royale des monuments et des sites, c'est un collège extérieur composé de 18 experts qui est totalement indépendant, qui ne dépend pas directement d'un ministre par exemple ou d'une tendance particulière. Ils ont une très grande expertise dans la matière de restauration. Ils ont un avis conforme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger en première ligne en tout cas, en ce qui concerne tous les travaux de restauration ou d'aménagement des sites protégés. Vous allez voir que dans le cas qui nous concerne, en fait, très peu de cas concernent d'alignement, concernent des sites classés. Et alors ils ont aussi un rôle important à jouer dans des avis qu'ils rendent, quand on les sollicite pour toutes les demandes émanant de la commission de concertation. Très rapidement, mais je ne vais pas le détailler, rappeler que c'est une matière qui est traitée depuis fort longtemps, puisqu'en fait la commission royale des monuments et des sites et donc l'aspect de l'État belge par rapport à cette matière a commencé dès 1835. La première loi sur les monuments et sites en 1931. Un des premiers objets classés en Belgique, c'est le vieux tilleul de Boendal, à Ixelles. Vous voyez que cette problématique des arbres remarquables est déjà prise en compte depuis longtemps. L'évolution de l'État belge jusqu'à l'État fédéral. Une ordonnance importante en 1993 qui a fortement renforcé la protection des sites protégés en région bruxelloise et quelques évolutions en fonction de la réglementation dont une importante en 2004. Vous voyez aussi que notre administration est fort récente, puisqu'elle est contemporaine, donc de 1989, les monuments et sites ont été créés. Maintenant, je vais détailler les trois missions des monuments et sites relatives aux alignements d'arbres. Et donc la première, c'est l'inventaire des arbres remarquables. Le but, en fait, est de découvrir et de faire connaître tout ce patrimoine ligueux en région bruxelloise, autant en espace public qu'en espace privé, donc les intérieurs d'îlots. D'ailleurs, comme nous avions une méconnaissance de la situation de l'intérieur d'îlots, la mission a été en premier lieu orientée vers cet aspect-là. Et donc depuis 2002, les intérieurs d'îlots sont systématiquement prospectés et font l'objet d'analyses et de l'élaboration de fiches. Vous voyez, 5861 fiches ont été établies, donc ça veut dire 5861 arbres, dont 3000 illustrés par plusieurs photos. Vous avez aussi pour ces individus des fiches d'espèces qui ont été détaillées et qui permettent d'avoir des informations les plus précises possibles par rapport à ça. Et toutes ces données sont accessibles via un site web, donc je vais vous présenter un peu le fonctionnement pour permettre aux Bruxellois de connaître ce patrimoine particulier. Alors j'ai pris un exemple, peu importe, il y en a 5000 et donc c'est une fiche pas prise tout à fait au hasard, puisqu'en fait c'est un platane de l'avenue Louise, c'est le plus beau platane de l'avenue Louise, et vous voyez la présentation de la fiche avec plusieurs photos de l'individu, et alors un système qui vous permet de voir des individus du même type ailleurs, ou des arbres ayant le même type de circonférence, ici c'est 4,24 m. Le site permet en fait non seulement de télécharger une fiche qui peut être facilement imprimée, mais aussi de le repérer dans l'espace.
par rapport à une image, une photo aérienne. L'inventaire se base en fait sur une série de critères, sur la rareté, la localisation, l'intérêt historique, donc toute une série de critères qui passent en fait dans une moulinette qui nous permet d'établir un score, de scorer en fait les arbres et d'établir de repérer les individus les plus remarquables qui font l'objet en général d'une protection, donc d'une proposition au gouvernement pour une protection spécifique. Donc ici, j'ai cliqué entre guillemets sur la map monde et donc j'ai l'occasion de pouvoir voir, donc c'est en rouge, je vais tester vous avez ici le pattern en question et vous avez une série de points, je ne vois pas bien parce que je suis de travers, donc des points d'autres arbres qui sont repérés. Si vous cliquez sur le point blanc, il vous renvoie sur la fiche et donc ça permet d'avoir chaque fois l'information complète pour chaque arbre. Ici quelques exemples, donc ça c'est un perrocardier, un jet square l'orge, vous avez un érable, vous avez un ou auquel j'attache beaucoup d'importance en fait, donc c'est au Square Freak, c'est près de l'observatoire à Saint-Just, c'est l'observatoire. En fait quelqu'un s'est amusé en 1889 à graver de manière toute fine la date probablement, c'est l'observatoire donc il y avait souvent des activités scientifiques et donc maintenant on se retrouve 120 ans plus tard avec un témoignage important qu'un arbre qui a une valeur, nous pensons, de historique. Un arbre auquel je tiens beaucoup, qui est un figuier en bac, donc c'est l'horreur, je veux bien l'admettre, mais il se trouve devant la bourse, et c'est un objet en fait qui fonctionne bien, il fructifie chaque année, les gens passent le long, ils ne le voient pas, mais c'est un arbre fort intéressant. Un sophora pleureur, un du beau séjour à Uccle, qui a été planté en 1818, donc c'est aussi un exemplaire qui est magnifique pour son aspect et pour sa rareté en tant que fort. Vous avez un châtaignier au Boswelbeck à Uccle. Vous avez des arbres aussi fort importants au niveau patrimonial. Ce sont les araucarias du bout de l'avenue Louise, qui sont vraiment exceptionnels, qui ont été plantés en 1880, je pense, donc ils sont dans les premiers plantés en Belgique et ils sont toujours là. Ils sont impeccables et ils ont même résisté aux aménagements de l'Institut juste à côté. Le chien Joséphine, je sais que c'est un bateau, mais c'est au parc Jean-Hubert-la-Forêt, c'est le plus beau, il fait presque 6 mètres de circonférence, je pense. Un bel exemplaire de marronnier qui marcotte au parc Léopold. Un petit historique, le Casterling, situé non pas à Berken, mais à Molenbeek, qui fait en fait office de limite entre 3 communes, c'est un arbre de l'Austria de l'avenue Fivet à Etterbeek, c'est à côté de. Juste dans le petit jardin du collège à Arcy. Un magnolier sous l'ange, rue de Beaupremier à Jette. Ici, sans doute un des plus beaux arbres de Bruxelles. Donc c'est un châtaignier qui se trouverait les vendanges à Forêt. Et puis, la deuxième mission, en fait, c'est les permis d'urbanisme liés au bien classé. Donc vous allez voir que ça concerne en fait peu les arbres d'alignement. C'est géré par la direction de l'urbanisme, directement par elle. On y introduit la demande, les demandes sont en fait traitées, envoyées à la DMS, donc à la direction des monuments et des sites, où on remet un avis, et puis elles sont collectées en même temps, une série d'avis des communes, de la commission de conservation, de la CNS, de Bruxelles Environnement, essentiellement dans le cadre de Natura 2000, et le fonctionnaire délégué délivre le permis, et on peut considérer qu'il y a environ 200 demandes par an. Ça, c'est vraiment le lourd, la grosse protection qui est orientée vers les sites classés, donc une protection qui me paraît être très, très fonctionnelle. Ça, je vais vous faire le plaisir de le passer. C'est la procédure en fait de délivrance et d'accompagnement des permis. Vous voyez que c'est relativement bien suivi, beaucoup de gens donnent leur avis. Vous voyez aussi que c'est difficile de prendre une décision, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, et que tous ces intervenants en fait ont chacun une sensibilité ou une marotte particulière, et donc c'est parfois difficile d'avoir un consensus fort, donc d'avoir des décisions qui sont difficiles à partir. Les biens, donc les travaux bien protégés, c'est rarement des alignements. On a peu d'alignements classés en région bruxelloise. Ce sont des travaux très fort encadrés. C'est généralement de la restauration ou de l'aménagement, mais souvent bien documenté. Et je vais vous parler d'un cas particulier. On va un peu se recouvrir, hein, Valérie et moi, mais c'est tout à fait normal. Un cas particulier, la grève de Lorraine, dont j'ai plus insisté sur l'aspect pourpre du feuillage.
Donc 673 arbres sont concernés, 2,5 km plantés en 1806, tout ce que l'aspect patrimonial ressort. L'interdistance originelle de 5 mètres, une aberration, on pourrait en tout cas le considérer. Un port colonnaire, un feuillage pourpre, c'est un vrai problème par rapport à un choix d'autres espèces. Une cinquantaine de pourcents en fait des arbres sont soit des lacunes, soit des individus dépérissants. Et il y a un certain consensus sur l'abattage. Et donc c'est là que vient vraiment notre philosophie en matière de gestion des alignements, c'est que nous considérons qu'un alignement est un objet unique et qui doit être considéré comme un objet unique. Donc ce n'est pas une succession d'individus, mais c'est quelque chose que l'on doit traiter en un seul bloc. Et donc on estime que, quand 50%, évidemment 50% c'est un chiffre qui peut varier, mais quand l'alignement n'est plus suffisamment cohérent, que par exemple il y a un tronçon qui est bien trop détérioré ou que l'ensemble se trouve un peu étiolé, on estime qu'il faut traiter d'une seule manière, l'abattage, qui peut être phasé dans le temps, mais qui doit être aussi accompagné d'un phasage de replantation très cohérent et surtout basé sur les unités paysagères. Et dans un cadre comme ici, c'est clair que ce n'est pas ce bout-ci et 200 mètres plus loin à l'autre. Il faut vraiment réfléchir sur la façon dont ça se présente. Nous avons déjà fait ça par exemple le long des étangs d'Ixelles. On a procédé au remplacement des marronniers en 2 blocs sur 10 ans d'écart. On a tout coupé, on a tout remplacé et je pense que c'est la seule bonne manière de fonctionner. Dans ce cas, dans le cas de la Drève de Lorraine, le problème est vraiment significatif sur la replantation. Parce qu'il y a toute une série de questions qui se posent. C'est vraiment difficile. Que mettre d'autre que ce qu'il y a là? Puisque tout le choix qu'on doit poser devrait répondre à ce même résultat. Et donc il n'y a que le être court. Or il est difficile. Il y a de l'argile dans le sol. Il y a un réchauffement climatique qui pose éventuellement des problèmes à l'avenir. Donc c'est vraiment des problèmes difficiles. Commission de concertation, ça c'est vraiment l'objet principal. C'est celui qui a le plus de portée sur la gestion des alignements. Donc, c'est tous les alignements. Ce sont des travaux qui sont en général un peu moins encadrés. C'est pas péjoratif, mais en général, ça se fait plus de manière... c'est moins étudié, en tout cas vu de notre côté. C'est toujours de l'abattage et de la replantation. C'est très variable. Quelques arbres au réaménagement, par exemple, une avenue, comme l'avenue de Terre. Je n'aborderai pas l'aspect, mais juste pour faire sourire un peu certains ici dans la salle, des dossiers assez amusants, comme l'avenue du Port, l'avenue Churchill, l'avenue Le Poutre ou l'avenue Tervure. C'est toujours des dossiers difficiles, c'est toujours des dossiers où les gens se mobilisent, ont une réaction émotionnelle importante. C'est souvent des lieux d'échange, des échanges qui ne sont pas rationnels. Et donc c'est très difficile pour nous aussi de trouver les arguments scientifiques, entre guillemets, qui sont les plus probants. Alors que choisir? La situation actuelle, on a en fait 160 taxons présents. C'était le travail de Daniel Gehring. C'est qu'il y a une grosse variété. Il faut savoir que Bruxelles a vraiment une... Et donc là, vous êtes aussi là comme gestionnaire communaux. Il y a vraiment une volonté d'essayer plein de choses. Et donc à Bruxelles, depuis le début, depuis 150 ans, on essaye des choses, on teste, on voit, ça marche pas. Donc il y a vraiment une grosse variété, une grosse diversité par rapport à ça. Il y a beaucoup d'essences exotiques utilisées, mais aussi potentielles. Moi, dans ce que j'ai consulté, on a un choix d'à peu près 1500 possibilités de plantation en voirie d'essences exotiques. Je comprends ça, c'est très bien comme la chose dans l'espèce indigène. Les espèces indigènes sont quasi absentes ou très peu adaptées, c'est mon sentiment en tout cas. Ce qu'on retrouve, c'est les petites fleurs, la grande fleur, l'aulne, les érables, les petits érables, le hêtre uniquement en zone forestière, le bouleau, et donc des 58 qu'on a vu ce matin, il n'y en a pas une trentaine qui peut fonctionner en voirie, et c'est rarement, à mon avis, en tout cas, peu adapté. Un gros enjeu, je le pense aussi, de l'évolution du paysage bruxellois, c'est l'orme qui a complètement disparu. On ne se rend plus compte, nous, comme cette espèce était présente et structurait vraiment l'espace en région bruxelloise. Et donc maintenant, on nous propose une série de cultivars qui seraient peu sensibles ou insensibles à la graphiose. Je pense que là, il y a un enjeu majeur de biodiversité, d'espèces indigènes, ou en tout cas proches de l'indigénat, pour retrouver en fait toute la faune qui était liée à l'orme, qui est vraiment une espèce intéressante. L'état des alignements bruxellois, français en tout cas, est en général en mauvais état, parce qu'il y a eu de très nombreuses pratiques héritées du passé qui ont fait de très gros dégâts, et l'attachement de personne. Alors je vais un peu vous faire sourire, je l'espère en tout cas aussi. Donc j'ai essayé de trouver le candidat idéal pour une replantation.
Et donc, j'ai évidemment travaillé dans le sens second degré. Pour être un bon candidat, il faut supporter des aménagements au pied. Ici, vous avez un hêtre qui a reçu une couche de 60 cm de terre lors d'une vidange d'un étang. Et l'arbre est évidemment tombé 10 ans après. Vous avez un très bel aménagement là, d'un bétonnage du tronc, enfin du pourtour du tronc d'un arbre. C'est mieux que les Français, avec leur platane et l'asphalte. Hein, l'asphalte bouge encore avec le temps. Ça, ce ne sont pas des photos d'il y a 10 ans, hein, c'est des photos de la semaine passée. Ça, ce sont des travaux au pied d'un arbre. Donc, ceci est un ptérocardier classé dans un square à Bruxelles. Et bien, il a en fait pratiquement. Enfin, il y a une reprise en sous-œuvre, il y a un sourire en dessous. Et donc, c'est clair que cet arbre, dans 10 ans, il est par terre. Un aménagement, je crains malheureusement l'astic, en tout cas proche de l'astic, à Watermal, où en fait, on a, dans une zone de pleine terre, on a créé un trottoir. Et donc, on a simplement fait une fosse autour de l'arbre, on a coupé tous ses racines. Et donc cet arbre-là sera aussi dans 10 ans par terre, j'espère qu'il sera abattu avant. Il doit supporter les sévices de neigement, il doit supporter les chocs, un phénomène urbain important, c'est que les arbres sont sollicités, donc souvent blessés. Il doit avoir un port rectiligne, ça c'est l'avenue, c'est la rue Berkendahl à Forêt, donc ils ont essayé Berkendahl, c'est amusant, parce qu'évidemment ils ont joué sur le nom de la rue, mais donc vous voyez, c'est une espèce indigène. Ça ne marche absolument pas, elle n'est pas droite. Je trouve d'ailleurs que la forme en épousant la voiture est assez amusante, et même en feuille, le port n'est pas différent. Il faut quand même vous dire que nous essayons d'écouter ce que les gens veulent avoir. Et donc c'est clair que peut-être le bon choix existe, mais les gens n'en veulent pas nécessairement. Il doit avoir un port, une couronne symétrique. Donc un chêne fastigé, le port n'est pas symétrique, et puis ce sont quand même des tout gros gabarits. Le tilleul, ici le tilleul à petite feuille, qui a un tronc qui n'est pas conforme à ce que les gens souhaitent avoir, une grande rectitude. Il ne faut pas avoir de fruits, j'ai trouvé des belles photos de Chanticleer, j'en avais un très beau devant chez moi, qui fleurissait, qui fructifiait, et un beau jour j'ai vu la fosse vide, parce qu'effectivement, ça n'était pas toléré qu'il fructifie, il ne fructifiera plus, il a été planté heureusement très bon. Les marronniers, même problème. Il ne peut pas faire de miela, c'était le gros débat de l'avenue de Tervure, où la difficulté était que les gens ne voulaient pas, évidemment, les voitures de l'avenue de Tervure sont de belles voitures, et donc elles ne supportent pas le miela. Ça c'est important aussi, c'est les racines traçantes, donc beaucoup d'individus indigènes sont avec des racines traçantes, et donc défoncent le trottoir et ça ne fonctionne pas trop. Ça c'est une information aussi que je pense qu'on n'y fait pas suffisamment attention, c'est simplement la période de végétation. Vous avez ici un frévier, donc un gléditien, qui se trouve devant un marronnier. Le marronnier est en fleurs et le gléditien débourre. Et donc vous avez en pratique, certains arbres occupent l'espace public 6 mois par an et d'autres l'occupent 9 mois par an. Et donc cette partie-là de la présence en ville me paraît être un élément important. L'aubépine, qui est effectivement une essence malheureusement peu utilisée et qui peut apporter plein de choses intéressantes, mais qui reste un arbre de petite dimension. La floraison, c'est important aussi, le public est attentif à ça, et donc de trouver des essences qui fleurissent, c'est important. J'ai évidemment, parce que je suis toujours un peu impertinent, j'ai mis le robinier en fleurs tout au bout. Rassurez-vous, on ne peut plus le planter depuis la nouvelle ordonnance sur la nature. Mais c'est effectivement une essence intéressante au niveau mellifère. Non, partout. Non, alors, le problème aussi, c'est l'inadaptation du choix de l'essence par rapport à son contexte. On a un petit prunus qui est planté à un endroit où on pourrait planter un beau tilleul, et on a l'érable qui est planté, c'est une plantation récente, qui est plantée à 2 mètres de la façade. Dans un an, il faut commencer à le tailler, et c'est un problème qui est très fréquent et qui a l'air anodin au début, mais après, oui, j'ai fini. Résister aux tailles. C'est aussi une vieille photo, c'est pris la semaine passée. Résister à toute une série de maladies qui effectivement se développent, commencent à envahir l'espace public, et donc on doit en tenir compte. Et je pense que, je voulais encore qu'il soit de la biodiversité. Et puis c'est ceci, je sais que c'est un petit clin d'œil, mais je trouve déraisonnable de vouloir attirer de la faune dans certaines zones de la ville, comme par exemple la ville de Tervuren, où on se trouve entre 2 voiries, dont une voirie très rapide, et je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée d'y attirer des papillons et des petits insectes, parce que je pense qu'on aura plus un problème qu'on a sur la grande photo qu'autre chose. Et je vais vous faire une conclusion. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est surtout traiter les tronçons. Quand on doit replanter, traiter les tronçons, traiter l'abattage d'arbres par tronçons importants et tenir compte des unités paysagères.
Décourager les replantations ponctuelles, ça, Valérie vient d'en parler. Prendre le temps de bien réfléchir au choix, ça c'est essentiel, réfléchir à ce qu'on fait sur une durée d'au moins 50 ans. Privilégier les essences favorables à la biodiversité, donc je ne plaide pas pour l'indigénat, je pense que c'est pas raisonnable, je plaide pour des essences qui fonctionnent bien avec la faune locale, je pense qu'il y a des exotiques qui fonctionnent très bien. Éviter, effectivement, favoriser les espèces indigènes à proximité des zones naturelles, ça me paraît normal rien que pour l'aspect paysager. Valoriser la fausse de plantation, on l'a parlé, c'est amusant de voir que c'est vraiment un enjeu aussi, un petit enjeu, mais un enjeu intéressant sur ces petites zones-là. Établir les plans de gestion, important, savoir ce qu'on fait maintenant, dans 10 ans et dans 50 ans sur les alignements. Bruxelles Mobilité, Seattle, et c'est pas directement lié à ce qu'on fait ici, mais c'est de réglementer les lagages, parce que c'est un vrai problème, partout et en région bruxelloise aussi. Merci.